zonulin et la perméabilité intestinale. Est-il un lien? On va discuter aujourd'hui zonulin et la perméabilité intestinale dans deux parties. La première partie, c'est le pathophysiologie, ça veut dire inflammation. On va discuter zonulin et l'effet sur les jonctions serrées et aussi l'augmentation de la perméabilité intestinale. Quand on discute ce que peut causer inflammation, on sait que stress, les toxines, les particules de nourriture, beaucoup de médicaments, les pathogènes et beaucoup de fois le dysfonctionnement d'un organe peut occasionner inflammation dans le système intestinal. Et à cause de ça, il y a des intolérances alimentaires qui peuvent s'occasionner et après ça, une activation de le système immunitaire et éventuellement la possibilité d'un problème auto-immune. Pour quelques secondes, on va discuter inflammation intestinale. Inflammation comme concept, ça c'est la base de pratiquement toutes les conditions, incluant, comme on lit ici, la maladie d'Alzheimer, la maladie cardiaque, le diabète et plusieurs autres. Et dans toutes ces maladies, c'est l'intégrité de la muqueuse de l'intestin qui joue un rôle fondamental dans la détermination de la degré d'inflammation qui va affecter le corps humain. L'intestin, quant tel, c'est une organe qui est extrêmement grand. C'est la plus grande surface du corps avec une zone qui est équivalente de 2 courts de tennis. Alors, c'est très, très grand. Et dans le lumen de l'intestin, il y a le microbiome, il y a 130 trillions de bactéries. Alors ça, c'est énorme relativement à toutes les cellules que nous avons dans notre corps humain. C'est juste 10 trillions. Alors les bactéries sont 13 fois toutes les cellules de le corps humain. Et toutes ces cellules sont toujours exposées dans un environnement d'antigènes, si ça vient de les bactéries ou les antigènes alimentaires. Et à cause de ça, on sait que le plus grand nombre de cellules immunitaires, plus que 70% de tous les tissus lymphoïdes dans le corps, existent dans le système de l'intestin, juste à côté de les entérocytes, les cellules qui sont dans l'intestin. C'est quoi le zonulin? Zonulin c'était une entérotoxine qui était élaborée ou c'est élaborée par le Vibrio cholerae, une toxine zonulin occludens, ZOT, et ça régule les jonctions serrées de l'intestin. Alors, on savait que quand on a la maladie de choléra, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de l'eau qui sort de notre système et beaucoup de fois, ça peut causer la mort du patient. Mais on sait maintenant qu'il y a une analogue humaine de cette toxine et on donne ça le nom de zonulin. C'est une pré-haptoglobine 2 qui se trouve sur le chromosome 16. Et ça règle le mouvement des fluides, les grosses molécules et aussi les cellules immunitaires dans les comportements du corps. Ça, c'est un schéma qu'on voit dans le papier de Fasano, l'étude de Fasano et son équipe 2011. Et ici, on voit le jonction serré, les protéines qui, ensemble, vont créer une jonction qui ferme l'espace entre les cellules, le mot c'est entérocytes, dans l'intestin. Alors d'habitude, les macromolécules ne peuvent pas passer, mais s'il y a certains antigènes qui entrent, par exemple un antigène de gliadine, et on va discuter ça dans quelques minutes, il y a des récepteurs sur les entérocytes exprès le CXCR3 et si les antigènes vont s'attacher sur ces récepteurs,
il y a une action qui arrive dans l'entérocyte, il y a zonuline qui est produit, le zonuline sort de l'entérocyte et va s'attacher sur deux autres récepteurs, le PAR2 et le EGF. Et si le zonuline est attaché sur ces deux récepteurs, ce qui arrive, c'est que les protéines qu'on a gardées, l'espace fermé entre les entérocytes, ça veut dire les jonctions serrées, va ouvrir. Et quand ça ouvre, ça laisse les macromolécules entrer dans l'espace qui est créé et à cause de ça, il y a une réponse des anticorps exprès, anticorps A et G. Et avec ces deux groupes d'anticorps, il y a le résultat, un problème d'inflammation et, dans certains cas, un problème auto-immune. Alors maintenant, on va vous démontrer l'expression de le CXCR3 parce qu'on a dit qu'il y a des récepteurs sur les entérocytes. Quand on regarde la région rouge, on voit qu'il y a beaucoup plus de récepteurs de CXCR3 avec les cœliaques qu'avec les contrôles. Et en bas, quand vous regardez l'expression de la gène de CXCR3, c'est beaucoup plus dans les personnes avec la maladie cœliaque active que les contrôles. Et quand la maladie cœliaque est en rémission, le taux descend jusqu'à presque le taux de contrôle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de récepteurs de CXCR3 avec les cœliaques. Alors, ça c'est la jonction serrée, un schéma, et ce qu'on voit, c'est des microradiographies et aussi le schéma qui démontre qu'il y a des protéines comme occludène, claudin et beaucoup d'autres protéines, incluant les filaments de actomycine, qui sont ensemble les protéines qui vont garder une jonction très serrée, vont garder la porte fermée pour ne pas laisser les macromolécules d'antigènes entrer dans notre corps. Et ça, c'est 4 à 60 angstroms, c'est extrêmement petit. Mais il y a certaines situations qui vont causer un changement de ça. Alors ça, c'est un autre schéma qui démontre la jonction serrée avec occludine, claudine et les autres, les Z01 et actine, actomycine, et ensemble, ils gardent la jonction extrêmement serrée, extrêmement fermée. Mais ce qu'on sait maintenant avec beaucoup d'études, c'est que les jonctions serrées, que autrefois étaient considérées comme statiques, maintenant, on sait que c'est vraiment dynamique. Ça veut dire que ça peut adapter aux circonstances développementales, physiologiques, pathologiques et diététiques. Pour faire quoi? Pour être important dans l'absorption passive de nutriments, d'être une surveillance continue microbienne de l'intestin. Ça veut dire qu'il y a une surveillance des microbes qui sont dans l'intestin. C'est une défense contre certains agents infectieux et le transport de leucocytes, les cellules blancs qui sont dans l'intestin. Ici, on a une autre micrographe avec l'idée de l'état de repos. Quand vous voyez que les jonctions sont serrées, ils sont fermés, mais avec certaines stimulations d'antigènes, on voit une ouverture qui est activée et il y a vraiment un chemin, il y a un espace maintenant pour les macromolécules à sortir. Et juste à côté de les cellules de l'intestin, vous voyez les tissus intestinaux lymphoïdes associés. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de cellules immunitaires, le T, B, dendritique,
qui sont à côté de les cellules épithéliales et c'est l'interaction entre ces cellules épithéliales et immunitaires qui vont manipuler la réponse à les antigènes qui viennent, les non-auto-antigènes et le microbiote qui est dans la lumière intestinale. Alors, l'effet de zonuline sur la perméabilité gastro-intestinale est très intéressant. Ici, on voit le résultat quand on va stimuler les cellules du gastro-intestinal avec zonuline et aussi avec certaines autres sortes de protéines. Et ce qu'on voit, c'est que le pourcentage variation dans la perméabilité gastro-intestinale va changer énormément si vous allez stimuler 3 jours avant et le jour du défi. Et on voit qu'il y a l'effet énorme quand c'est zonuline, le pré-haptoglobine 2, qu'on utilise pour stimuler. Et ce qui est très important ici, c'est que c'est réversible. Ça veut dire que 48 heures après stimulation avec zonuline, on peut renverser cette réaction. Ça veut dire que la perméabilité intestinale est réversible. Alors, quand on regarde la perturbation de parois intestinales, autrement dit, le stress, les antibiotiques, les intolérances alimentaires, ça peut occasionner une malabsorption et c'est ça qui va causer la production de les anticorps IgG. Il y a plusieurs intolérances alimentaires qui peuvent produire ça et une inflammation de l'intestin. Et avec cette inflammation, on a une hyperperméabilité intestinale, autrement dit le syndrome d'intestin poreux, leaky gut. Et ça, c'est un intestin enflammé, aggravé de malabsorption, etc. Alors, les problèmes de santé qui sont associés avec le syndrome de l'intestin poreux, c'est les maladies auto-immunes, les sensibilités chimiques et aux nourritures, le syndrome de fatigue chronique, une insuffisance cardiaque, dépression, évidemment l'inflammation de l'intestin chronique, beaucoup de douleurs chroniques et le syndrome de surcroissance levure chronique. Les déséquilibres communs avec intestin poreux, c'est malabsorption ou malnutrition, la prolifération bactérienne ou levure, activation immunitaire et intégrité affaiblie, dégénération de la muqueuse intestinale, beaucoup de fois à cause d'une dysbiose, et c'est sûr et certain les sensibilités alimentaires. Et ce que vous voyez comme symptômes, commencer léger jusqu'à sévère, c'est le ballonnement, mauvaise digestion, une inflammation et la douleur chronique, les allergies alimentaires, mauvaise mémoire, dépression et aussi fatigue. Alors, ce qu'on voudrait discuter pour quelques moments, c'est la cause de l'augmentation de la perméabilité intestinale ou, comme on dit, l'intestin poreux. Il y a beaucoup de choses qui peuvent le causer. On va commencer avec diète. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses dans notre diète qui peuvent le causer. C'est sûr que le gluten que vous avez dans le blé, caséine dans le lait, les aliments transformés, alcool, l'excès de sucre et casse-croûte. Les régimes américains et alcool nous mettent dans un risque de développer leaky gut, comme on dit. Ça est bien connu. Alors, quelles sont les allergies alimentaires? Il y a 3 catégories de l'inflammation qui est causée par alimentation. Un, c'est les vraies allergies alimentaires. Il y a peut-être 4 à 6 % de la population qui souffrent de les vraies allergies. Aussi 3 ou 5 % qui ont une vraie auto-immunité. Mais la plupart des personnes n'ont pas d'allergie ou auto-immunité, mais une sensibilité alimentaire. 30 à 40 %, il y a des études qui démontrent que c'est beaucoup plus que ça. Et
La sensibilité alimentaire, ça c'est une réponse non allergique, ça veut dire que c'est non-IgE. Par exemple, non-cœliaque sensibilité au gluten, qui est 6 à 8 fois la prévalence de la maladie cœliaque. Et ça va stimuler l'immunité innée et adaptative. Et ces deux systèmes immunitaires, il y a deux bras. Une, c'est le système inné ou naturel, natif, il y a beaucoup de mots qu'on utilise pour ça. Ça, c'est immédiat ou aux heures. C'est non spécifique et c'est activé par les antigènes, les propriétés chimiques. Et ça, c'est pas comme le système immunitaire adaptatif. Ça, c'est acquis, c'est non immédiat, ça prend des jours ou des semaines. C'est spécifique à une certaine antigène, il y a une autoréglemente et il y a une mémoire. Ça, c'est le système immunitaire qui reste toute notre vie quand on avait au début une stimulation d'une certaine antigène. Alors, quand vous avez ça, comment est-ce que les allergies alimentaires causent l'inflammation? Mais numéro 1, il faut déclencher les mécanismes, les antigènes alimentaires, les produits chimiques de les aliments, les aptènes, les produits pharmacaux, les complexes immunitaires, IgG, A, M, les lectines. Et à cause de ça, il y a une activation cellulaire. Toutes les lymphocytes, les éosinophiles, les basophiles, les neutrophiles, les monocytes, toutes ces cellules vont rester activés et quand ils sont activés, ils vont libérer des médiateurs comme les cytokines, l'histamine, les prostaglandines et les autres protéines. Et avec ça, vous avez des effets pathophysiologiques, ça veut dire l'inflammation, si c'est clinique ou sous-clinique, et ça va causer ce que nous connaissons très bien, l'augmentation de la perméabilité intestinale, beaucoup de lésions tissulaires, l'activation des récepteurs de la douleur, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de douleur dans les cas comme ça, la contraction musculaire lisse et aussi des problèmes neurologiques ou endocrines. Libération des médiateurs va causer beaucoup de ces maladies. On ne va pas discuter tout ça, mais on a dépression, les migraines, jusqu'à la colite ulcéreuse, les maladies de Crohn. Et ça, c'est des choses qu'on va discuter dans quelques minutes. Quand on parle de les médicaments qui peuvent causer l'augmentation de la perméabilité intestinale, on a des corticostéroïdes comme prednisone, beaucoup d'antibiotiques peuvent causer des problèmes de perméabilité, les antiacides et aussi des inhibiotiques, ça veut dire les dioxines, les polychlorinates et les autres substances comme ça. Infection. Dans les infections, on sait qu'il y a le Helicobacter pylori, la prolifération bactérienne et aussi les virus, et ensuite aussi les proliférations de levure et les infections parasitaires. Tout peut causer un changement de perméabilité. Stress. Stress est bien connu comme quelque chose qui peut induire un cycle de hyperperméabilité. Avec une augmentation de stress, il y a hypersécrétion de cortisol, le hormone cortisol, par les glandes surrénales. Ça cause une compromise de digestion et absorption. À cause de ça, il y a une inflammation de la muqueuse intestinale. Ça cause une augmentation de plus de la production de cortisol et ça cause plus d'augmentation de stress. Ça, c'est le cycle de hyperperméabilité. Des déséquilibres hormonaux, c'est bien connu qu'une défiance en hormones suivantes peut créer ces problèmes. Progestérone, testostérone, les estrogènes et le thyroïde peuvent tout causer un déséquilibre et une augmentation de perméabilité intestinale. Par exemple, dans les estrogènes, on sait que estradiol module la perméabilité paracellulaire
et la fonction de les jonctions serrées dans l'épithélium intestinal. Avec testostérone, un manque de testostérone retarde la cicatrisation intestinale. On sait aussi que progestérone, le traitement avec ça, protège la muqueuse intestinale de les blessures macroscopiques et aussi extravasation d'albumine. Et finalement, le thyroïde manque de stimulation par le thyroïde des cellules gastriques et intestinaux conduit à des ulcères, des ulcérations et la perméabilité intestinale qui est connue comme leaky gut syndrome. L'auto-immunité, l'augmentation de la perméabilité intestinale joue un rôle pathogène dans diverses maladies auto-immunes. Et en 2009, dans les Annals de New York Academy of Science, ils ont dit la perte de la fonction de barrière intestinale est nécessaire pour le développement de l'auto-immunité. Alors, ça c'est la fin de partie 1 et maintenant on va aller vers partie 2 où on discute la perméabilité intestinale et les maladies systémiques. On va parler un peu de la pathogénèse de la maladie, comment on peut tester pour la perméabilité intestinale et les nouvelles stratégies thérapeutiques.